bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. C'est entre ciel et mer et sur l'air des bijoux que nous allons voyager sur la planète luxe cette semaine. Pour guide, nous avons choisi quelques perles et pépites d'exception. Mode, design, bijoux, savoir-faire, c'est dans Nec Plus Ultra sommaire. Haute technologie et nouveaux matériaux au service de la tradition. De l'humour à la foire aux vanités. Les trois installations qui signent l'avant-garde au Salon du Meuble à Milan. Tout le monde sait que l'un des joyaux de la planète luxe est le cellier du 24 Faubourg. Démonstration avec la Talaris, la nouvelle selle dévoilée dans un écrin prestigieux lors du saut Hermès au Grand Palais. Vous allez voir, il aurait été dommage que nous ne partagions pas ce spectacle. Avec cette première édition, le cellier renoue avec la tradition des événements équestres parisiens. Le Grand Palais, né en 1900 pour l'exposition universelle, a été conçu pour accueillir des concours épiques, ce qu'il fera jusqu'en 1957. Alors c'est avant tout le retour du cheval au cœur de Paris. Hermès a toujours accueilli son premier client, le cheval au cœur de Paris, pendant de nombreuses années. Et c'était un rêve que nous avions dans la maison. Et le Grand Palais, effectivement, s'imposait comme le lieu pour recevoir le cheval au cœur de Paris. Ce concours de saut d'obstacles international a été fait avec les 30 meilleurs cavaliers mondiaux. C'est une très bonne idée que Hermès a eue de venir ici au Grand Palais parce que ça représente ici l'image de la tradition équestre, tradition de l'art du cellier, tradition mélangée de l'équitation aussi. Donc c'est un luxe, oui, mais bon, allez, on y va. C'était aussi l'occasion de présenter la selle révolutionnaire, c'est la plus légère au monde. Donc nous profitons aussi de cet événement exceptionnel pour lancer une selle qui est exceptionnelle, qui est la selle Talaris, et dont l'arçon effectivement est fait en carbone, ce qui donne un confort exceptionnel, non seulement pour le cavalier, mais aussi, ce qui est très important, pour le cheval. Depuis 1837 et 6 générations, le cheval montre la voie et entraîne la maison au rythme de ses pas. Une selle, c'est le cartilage entre le cheval et le cavalier, donc il faut arriver à être juste bien. Je suis très peu cavalier. J'ai abordé quand même le cheval dans ma vie lorsque j'étais beaucoup plus jeune, notamment les chevaux de course, puisque moi j'habitais à Chantilly et je montais les chevaux de course à l'entraînement. Hein, ma famille travaille. Voilà, donc je sais pratiquer un peu l'équitation. Je ne suis pas un grand cavalier et mon métier, ça a été le métier de sellier. Et le métier de sellier, c'est de fabriquer l'outil pour le cavalier. La sellerie, située au cœur du Faubourg Saint-Honoré, reste plus que jamais la référence. Fondée par Thierry Hermès, la manufacture fabriquait à l'époque des harnais. Puis se sont ajoutés les selles et tout l'équipement du cavalier. Pour concevoir ces selles performantes, la maison sollicite des cavaliers de haut niveau et des artisans exigeants, fidèles, amoureux du cheval. L'un des selliers à qui l'on demandait s'il était satisfait de son ouvrage répondit « pourvu que le cheval soit content ». On a mis 3 ans de travail. 3 ans d'études, fabriquer la selle par ordinateur, fabriquer toutes les pièces, ensuite trouver les fournisseurs qui allaient nous fabriquer des pièces en carbone, des pièces en plastique injecté, faire les moules et ensuite faire le produit pour le mettre en essai à cheval, en essai sur des bancs d'essai, de façon à ce qu'on puisse la tester et voir si elle est solide, si elle répond bien à toute l'attente du cavalier et du cheval. L'atelier selle, où sont fabriquées toutes les selles Hermès, notamment toutes les selles qu'on a fabriquées jusqu'à ce jour, qui sont traditionnellement fabriquées sur l'arçon en bois, et où vont être fabriquées aujourd'hui, bien sûr, les selles Talaris, la nouvelle selle. Talaris, aujourd'hui, c'est une selle qui se démonte entièrement, il n'y a plus de montage définitif. Moi, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour faire évoluer notre produit, pour que le cavalier soit plus dans la performance. C'était de travailler sur la pièce intérieure, la pièce maîtresse, qui fait la dynamique, c'était l'arçon. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Tout a été d'abord dessiné en termes de faisabilité, hein, avant d'être développé. Et une fois quand le projet a été développé,
On a développé les différentes façons de monter, les dessins, les différentes options. Le cavalier désire être le plus proche de son cheval pour pouvoir sauter et être avec lui dans le sport. Donc réduire les épaisseurs. Et tout ça, ça passait par ces nouveaux matériaux. Donc remplacer les pièces en acier par des pièces en carbone qui, à dimension plus fine, sont 2 fois plus résistantes. Ensuite, la pièce en bois qui est basique, elle soit faite en plastique, mais dans lesquelles on va pouvoir insérer toutes les parties, notamment ici pour mettre les sangles. Donc c'est plus en surépaisseur, tout est encastré. Ici, les pièces en cuir que vous voyez par exemple ici vont s'encastrer dans la pièce, donc on va gagner en proximité. La pièce en carbone qui est la pièce de maintien qui a avant été faite en acier, elle est encore plus fine, il n'y a plus ces épaisseurs. Et même la pièce, ici, les anciens porte-étrivières sont encastrés ici, donc proximité, solidité et en même temps réactibilité, c'est-à-dire qu'ici, il y a une vraie souplesse. Toutes les fonctions de maintien des cuirs sont fixées avec des petits clips ici. Il y aura des vis à différents endroits qui vont faire que on va arriver à ce type de pièce où on voit l'arçon en travers, avec le sanglage, et faire en sorte que toutes les pièces qui constituent la selle vont venir se positionner aux différents endroits. Cet arçon sera toujours le même, et on vous changera simplement, par exemple, cette pièce en cuir qui est usée, on démontera, on mettra un nouveau. C'est un peu comme le châssis d'une voiture sur laquelle on peut changer le moteur, on peut changer les ailes, et faire sur le même châssis différents types de voitures. C'est un petit peu comme une mécanique, on va dire. Mais l'intérêt de ça, c'est pas de faire une mécanique, c'est de donner plus d'éléments au cavalier pour pratiquer son équitation. C'était un vrai challenge chez Hermès de développer cet article parce que nous voulons être des professionnels et répondre aux attentes de nos clients et de réaliser ce produit en ayant penser à l'utilisateur, c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire sur tous nos autres produits et notamment sur la selle, nous sommes assez contents d'être précurseurs sur ce genre d'article. L'authenticité, c'est ce qui nous plaît dans le monde des cavaliers, cette relation entre le cheval et le cavalier, et puis cette relation avec les hommes. Les hommes ont toujours été aussi au milieu du monde d'Hermès. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que nous souhaitions aussi transmettre lors du saut Hermès. Pour le tout Paris privilégié et invité, ce fut un moment de bonheur hippique et chic. Généreuse, originale, très inspirée, la joaillerie de Carole Midi, alias Pietra Dura, s'exprime en sautoirs, manchettes, bagues ou boucles d'oreilles. On trouve des vanités revisitées avec humour et des bouddhas élégants. C'est avec une perle rare que nous avons rendez-vous maintenant. La mode aujourd'hui, c'est le règne des accessoires. Il signe un style. Le bouscule lui donne son élégance ou son twist d'humour. Hors des sentiers des grandes marques, des hits qu'il faut porter absolument, il y a une création en effervescence du côté des créateurs. J'étais avocate, je travaillais sur pas mal de dossiers ayant trait à la responsabilité des commissaires-priseurs. Donc ça m'a amené à passer beaucoup de temps dans des ateliers d'artisanat, de restauration de tableaux, de mobilier ancien. Et c'était un monde que j'ai découvert qui était absolument passionnant et avec des gens passionnés. Et du coup, je me suis mise aux études de gémologie. J'ai passé mes diplômes d'État. J'ai commencé à dessiner vraiment beaucoup. J'ai toujours pris beaucoup de photos, mais dessins et pierres. Et puis comme ça, après, j'ai pu monter ma petite structure, devenant maître joaillier avec un joli poinçon de maître. Voilà. L'identité de Pietra Dura, elle est historique, elle est très importante. C'est les pierres dures en italien. C'est le travail de la Pietra Dura. C'était ces tableaux de marbre ou de pierres dures qui étaient faits de multiples couleurs, avec des compositions magnifiques. Donc j'avais d'abord vu ça sur des tables, effectivement, sur beaucoup d'objets de marqueterie. Vous avez ça dans toutes les villes italiennes, avec ce travail sur les formes, sur les couleurs, c'est typiquement italien. L'idée, c'est de vraiment réussir à transmettre une émotion esthétique, mais aussi énergétique, visuelle,
spirituel si c'est possible, avec un vrai travail sur la recherche des pierres, leur symbolique, leurs énergies. Essayer de donner du ludique et de la joie de vivre et de la gaieté. Donc nous, on ne se prend pas du tout au sérieux. On essaie vraiment de faire des bijoux qui soient jolis, mais qui fassent sourire et qui vous accompagnent à certains moments de votre vie, qui soient capables de vous accompagner toute votre vie, mais à certains moments en particulier, parce qu'on a tous plusieurs vies maintenant, le monde bouge très vite. Et il faut être capable de répondre à ces demandes-là. L'idée, c'est de rester petit, de s'adapter au monde dans lequel on vit, à notre clientèle. L'idée aussi, c'est que la femme ou l'homme puisse s'offrir son bijou tout seul sans forcément avoir recours à la moitié, entre guillemets, ou aux parents ou à je ne sais quoi, et de faire quand même des jolies choses accessibles. Maintenant, je ne travaille plus qu'avec 2 courtiers parce que d'une part, il faut apprendre et mon œil n'est pas suffisamment... Aujourd'hui, hélas, il y a énormément de traitements sur les pierres. Donc, je marche à la confiance par rapport à des parrains que j'ai eu dans le métier qui m'ont conseillé vraiment quelques personnes. Et aujourd'hui, comme je travaille beaucoup avec des pierres qui sont réalisées en fait sur commande pour moi, notamment ces tourmalines gravées, je travaille avec 2 ou 3 personnes exclusivement, des courtiers dans lesquels j'ai confiance. Je travaille beaucoup à la pièce unique, donc ce sont des pierres qui ont des gravures, des formes absolument uniques et assez exceptionnelles. J'essaie vraiment de travailler avec des pierres non traitées, en tout cas traitées à l'œil de façon non significative. Très peu le diamant justement, pour les mêmes raisons, et puis parce qu'il y a des gens qui font ça de façon formidable et que je ne ferai que du moins bien. Bon. Mais en revanche, toutes mes pierres fines, je pense aux aigues marines, aux tourmalines, tout ce que je travaille ici sont des pierres qui sont, j'espère, sélectionnées dans le sens de la qualité. Les pierres ont des symboliques, quelle que soit la consonance religieuse, les petites histoires, entre guillemets, de l'histoire, elles ont toutes des histoires à raconter qui sont géniales. La collection de Samarcande, c'est évidemment une collection d'inspiration très orientale, mais je voulais montrer qu'on pouvait faire un travail magnifique en France, je rappelle que tout est fait en France chez nous, sur le travail de l'or martelé, Byzance, les torsades, le travail des arabesques. Ce sont quand même des thématiques sublimes, c'est quelque chose de voluptueux. C'est la femme séductrice, qui essaie en tout cas d'avoir un peu de charme, la femme-femme. La femme-femme. Contrairement par exemple à la collection de Bayader, qui elle est beaucoup plus légère. Je pensais à Nourieff, je pensais à la femme opéra, à la danseuse, où là on est sur de la dentelle, on est sur des choses extrêmement fines. Samarcande, au contraire, c'est quelque chose d'assez exubérant, d'assez luxuriant, d'assez coloré. C'est l'Orient. Ce sont les saveurs de l'Orient, j'espère. Alors les vanités, c'était un petit clin d'œil indépendamment du thème qui est très dans l'air du temps, mais moi qui m'a toujours beaucoup intéressée parce que j'ai pour grand maître un endroit que maintenant, j'espère, les gens connaissent mieux, qui s'appelle Codognato, qui est un joaillier à Venise extraordinaire, qui a fait certainement les plus jolies vanités. Donc là, on repart sur les Médicis, on repart sur les Borgias, les vanités, l'éphémérité de la vie, avoir de l'humour et du recul par rapport à ça, les vanités qui se moquent du temps qui passe. Et pour ma part, je voulais les traiter comme des petits bonbons acidulés. L'idée étant que ce ne soient pas des vanités qui agressent, mais des vanités qui soient douces et qui vous emmènent dans un voyage. C'est un échange. Enfin, pour moi, ça doit toujours rester un échange, et je crois que c'est le cas. Et en tout cas, l'histoire de Pietradura, ce n'est que ça. Ça n'a marché et ça n'existe que grâce aux gens qui m'entourent, qui me donnent leur savoir, leur expérience, leur temps, à la confiance qu'ils me font, la confiance que me font mes clientes. Ce sont des clientes qui sont là depuis le départ, qui au départ étaient raisonnables et aujourd'hui me donnent des budgets illimités pour faire des pièces géniales. Les gens ont besoin de tribus, ils ont besoin de signes distinctifs, ils ont besoin de points de repère quand même. On me demande en ce moment beaucoup les gris-gris. C'est le produit d'un instant passé, quoi. Et, tout ce qu'on fait n'a de sens que par rapport à ce qu'on veut bien y mettre, nous. Je crois que c'est ce que nous, on apporte dans le truc qui est important. Donc voilà. C'est avoir le luxe de pouvoir, sans payer trop cher, le vrai luxe, une pièce faite pour soi. Moi, je m'efface avec la personne. C'est quand on me demande de faire certaines choses et mon goût n'existe plus et je suis là pour elle. Et si elle peut partir avec un petit bout d'elle, un petit bout de moi, et elle m'a apporté un petit bout d'elle, voilà, le vrai luxe, c'est ça, je crois. Du travail bien fait et du travail qui vous parle, qui soit vous. Comme le dit le chanteur Jacques Higelin, champagne pour tous et caviar pour les autres. Carole signe un luxe accessible, c'est son zénith, sa vanité à elle.
Détour par Milan au salon du meuble où le talent de quelques designers a brillé comme des diamants de couleur dans l'écrin de la Zona Tortona. Alors évidemment, nous nous sommes arrêtés. Suivez-moi. Milan, c'est le rendez-vous du design. Le salon a attiré cette saison 300 000 visiteurs et 400 showrooms. Allons voir cette effervescence en commençant par Veuve Clicquot. La Veuve a lancé une série de collaborations avec les plus grands designers. Cette année, c'est à Mathieu Le Hanner, avec sa chambre de récupération, resynchronisation et aux frères Campana d'imaginer de nouveaux lieux de dégustation. Notre travail incorpore l'idée de transformation et la réinvention. Nous donnons une seconde vie aux matériaux. C'est bien parce que nous travaillons depuis 30 ans au Brésil. Nous récupérons plastique, métal, déchets industriels et nous leur octroyons le fait de devenir précieux. Pour moi, le grand challenge est là. La transformation des matériaux ou d'objets banaux et sans intérêt et de leur conférer élégance. Comme un laboratoire de chimie, nous transformons le quotidien en création artistique. Une autre expérience de design chez Sony. Ici, le design évolue vers la création d'une expérience intégrale. Le designer nous convie dans la maison de demain. Le titre de l'exposition est Contemporary Monolithic Design. Cet espace illustre le concept du design monolithique, de la nouvelle gamme de téléviseurs LCD. Il nous a fallu près de 2 ans depuis la naissance du concept monolithe pour arriver à faire cohabiter au mieux le son, l'image, la lumière dans un téléviseur aussi fin grâce au LED. Cette technologie est économe en énergie et permet de réduire le cadre d'un téléviseur à son strict minimum dans une épaisseur minime. Ce nouveau procédé et ses diverses applications à la lumière et à bien d'autres choses vont changer la conception de votre salon, de votre habitat. Ces nouveaux matériaux sont appelés stéréolithographie et ils comportent des éléments qui rentrent en vibration. Cela engendre une interaction entre le son et la lumière. Monocoque type, like the furniture application, and then this is kind of our study, but very, very unique. Cette technologie se retrouve partout et c'est donc très intéressant qu'un nouvel espace donne plus de temps à la famille Enjoy. Ici, nous retrouvons Nino Ceruti, grand monsieur de la mode, qui aujourd'hui est aussi éditeur de mobilier avec la même vision créative. Le monde de la mode et le monde du design, ça fait déjà quelques temps qui ont cassé un peu la séparation qui paraît exister entre les deux mondes. Dans la sensibilité des gens et dans la réalité des choses, ont énormément de points en commun. Pas tellement sur la technologie, parce qu'évidemment les deux technologies sont différentes, mais sur les valeurs qu'ils représentent. Et la passion se passe de père en fils. On a une relation très complémentaire. Moi, je travaille surtout dans la communication. Donc, j'essaie beaucoup de rénover un peu toutes les manières de communiquer. Lui, il travaille principalement dans les produits. Et je pense que j'ai appris de lui beaucoup les valeurs qu'il m'a transmises. Mais j'essaie de complémenter ça avec un peu la communication du monde d'aujourd'hui, de raconter les choses d'une manière différente. Les assises ovales sont de Maurizio Galante, les canapés fantômes de Martin Margiela. C'est toujours une façon différente de chercher le résultat obtenu par des textiles qui, dans le cadre du design, jouent quand même un rôle assez significatif. Si on pense qu'il s'agit quand même des tissus, qu'on parle de tapis, qu'on parle de rideaux, ou qu'on parle des matières avec lesquelles on recouvre des fauteuils ou des sofas, par exemple, ou des surfaces partielles dans le meuble. Je pense que principalement, plus que ce que j'ai appris dans la mode, c'est les valeurs que mon père m'a passées, qui ensuite se traduisent dans tout ce qu'on fait. La pure valeur d'un produit est loin d'être une définition du luxe dans mon esprit.
il faut qu'il y ait avant tout un luxe mental derrière un produit pour que le produit à la fin soit un produit de luxe. Je referme ce coffret à bijoux pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci au Yacht Club. Au revoir et au revoir à Barcelone puisque nous sommes à Barcelone.